En effet, bonjour Caroline Janvier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Députée de la majorité, Damien le disait, mais une députée qui fait parfois entendre sa voix singulière. Ainsi, vous mettez en garde contre ce qui pourrait se passer le 8 juin prochain. Qu'est-ce qui va se passer le 8 juin prochain? Il y aura un vote sur une proposition de loi du groupe indépendant Lyotte, un vote sur une abrogation pure et simple de la loi sur la réforme des retraites. La Première ministre a dit qu'un tel vote serait inconstitutionnel, il ne faut pas qu'il ait lieu. Vous en dites quoi, vous ? Alors, ce qui est évoqué, c'est l'article 40 de la Constitution qui empêche les députés de déposer des propositions de loi, ce qui est le cas ici, ou des amendements qui soit diminuent les recettes du gouvernement, soit créent une charge. Et là, en effet, à l'évidence, cette loi crée une charge importante pour les finances publiques. Et diminuerait une recette du gouvernement, voilà, puisqu'elle supprimerait cette réforme qui est censée faire des économies. Voilà, et donc normalement, l'article 40 empêche cela. Mais la réalité de la Ve République depuis ses débuts, c'est que par défaut, les propositions de loi déposées par les députés sont jugées recevables a priori, tout simplement pour que les députés puissent aussi faire des propositions et que les lois n'émanent pas toutes du gouvernement. Et donc moi, ce que je dis, c'est que si l'on applique cette règle-là, c'est-à-dire le couperet de l'article 40 sur cette loi Lyotte, eh bien le risque, c'est que le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, qui est un député insoumis, le fasse pour des lois qui émanent à l'avenir de notre groupe. On rentre vraiment dans les rouages parlementaires à travers la description que vous faites, mais concrètement, vous dites donc que ce vote, il doit avoir lieu. Il est sain pour le Parlement, pour la démocratie, que les députés puissent dire si oui ou non ils veulent abroger la loi sur les retraites, quitte à ce que cette abrogation soit votée. En tout cas, je crois qu'il faut qu'on ait le débat dans l'hémicycle. On a, beaucoup de Français ont le sentiment que le débat sur les retraites a été tronqué, même si, il faut aussi le dire à ceux qui nous regardent, cette loi n'a au final que très peu de chances d'être adoptée. Parce que pour être adoptée... La loi adoptée, d'abrogation, tout à fait. C'est-à-dire que la réforme des retraites a été adoptée, validée par le Conseil constitutionnel, et c'est plutôt un coup politique de la part du groupe Lyotte que de proposer une loi d'abrogation, alors qu'ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas de vote conforme à l'Assemblée et au Sénat. Mais Madame Janvier, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans l'hémicycle, que l'on voit sur cet écran, une majorité de députés qui voteraient, selon vous, vous connaissez, vous y êtes toutes les semaines, tous les jours, est-ce qu'il y a aujourd'hui une majorité pour voter l'abrogation? Il semblerait que oui, lorsqu'on a vu que la censure a été rejetée à quelques voix, à 8 voix, si ma mémoire est bonne. 9 voix, plus exactement. C'est très compliqué de le savoir, évidemment, parce qu'il y a un risque. Il y a aussi un jeu de poker, avec certains qui vous disent qu'ils la voteront, d'autres qui ne la voteront pas. Mais oui, il y a un vrai risque qu'elle soit votée, en effet. Et donc, ce serait quand même un échec considérable pour le gouvernement, même si, vous l'avez expliqué, le Sénat ne reprendrait pas cette mesure, donc à l'arrivée, la loi serait toujours là, mais politiquement, ce serait un séisme, concrètement. Oui, même si, à un moment donné, présenter une loi qui, dans la réalité, n'a absolument quasiment aucune chance d'être adoptée, vous voyez, politiquement, c'est aussi une façon de remettre le couvert sur un sujet qui, en réalité, a été arbitré. La loi, elle a été adoptée. Mais il faut quand même aller au vote, même si c'est symbolique. Mais moi, je crois que ça peut être intéressant, en tout cas, d'avoir le débat. Peut-être que nous n'irons pas jusqu'au vote, mais d'avoir le débat. Est-ce que vous pensez que cette réforme, elle pourra s'appliquer en 2023, comme le souhaite aujourd'hui le gouvernement, comme le souhaite le président de la République, compte tenu de toutes ces péripéties? Oui, moi je crois que cette loi, elle devrait s'appliquer et que par ailleurs, il va nous falloir traiter d'autres sujets de colère, d'autres revendications qui ont été exprimées à l'occasion de ces contestations contre la réforme des retraites. On l'a vu, il y a la question du travail, la question des salaires, la question de l'inflation, la question de l'accès aux soins. Donc je crois qu'il va falloir aussi avancer et répondre à ces sujets. Mais la contestation, elle est toujours là. Et ce qui se passe au Parlement, qu'est-ce que ça dit de la situation aujourd'hui, d'ailleurs de l'Assemblée nationale, qui semble plus bloquée que jamais? Qu'est-ce que vous préconisez pour que l'on puisse légiférer dans les 4 années qui viennent, si à chaque fois qu'une réforme d'importance comme celle des retraites connaît un tel sort? Moi, je crois que l'usage du 49.3 montre bien qu'il y a une forme d'échec collectif, majorité comme opposition. On voit bien que depuis les dernières élections ça va faire un an. Législatives, qui ont donné une configuration très inédite sous la 5e avec une majorité relative, eh bien je crois que nous, majorité, nous n'avons pas suffisamment amendé notre projet, nous avons souhaité l'appliquer tel quel. Vous n'avez pas pris la mesure finalement de cette majorité relative. Voilà, et nous n'avons pas souhaité mis en place une autre façon de travailler, en travaillant avec nos oppositions. Et de la même façon, les oppositions se sont placées pour la plupart d'entre elles dans une opposition systémique, avec
pour seule ligne de mire l'élection présidentielle de 2027, et on voit bien que ça Alors, ne fonctionne qu'est-ce qu'il faut faire pas. maintenant ? Eh bien, je crois qu'il faut que, de côté majorité comme côté opposition, nous travaillons davantage ensemble sur un certain nombre de sujets. Moi, j'ai Mais à rejoint... condition d'avoir des partenaires, Oui. parce que vous faites une autocritique, mais vous avez aussi des partenaires, entre guillemets, qui ne sont pas prêts à travailler avec vous. Exactement. Et je crois qu'à un moment donné, il va falloir mettre chacun face à ses responsabilités et que chaque groupe parlementaire s'exprime sur ses priorités pour les 4 années restantes. Et encore une fois, les Français comprendront bien si le seul objectif, c'est 2027 et s'organiser pour gagner les prochaines élections, ou s'il y a des projets que chaque groupe souhaite présenter à l'ensemble de la représentation nationale et sur lesquels nous pourrions nous accorder. Donc vous souhaitez que les futures lois, les futures propositions de loi donc, viennent plutôt de la base, entre guillemets, en tout cas du Parlement. Or, aujourd'hui, et encore vous le constatez, tout vient plutôt d'en haut. On a vu le président Macron ces derniers jours parler de réindustrialisation, aller sur le terrain, recevoir des patrons à Versailles, faire plusieurs déplacements diplomatiques. Vous êtes de celles et de ceux qui dénonçaient, ou en tout cas qui vous interrogez sur le fonctionnement très vertical de ce quinquennat. J'imagine que vous avez là encore des nuances à apporter sur la façon dont les choses se déroulent aujourd'hui. En tout cas, ce que je crois, c'est que l'Assemblée nationale doit reprendre toute sa place. Nous sommes les représentants, vous voyez, je représente 86 000 électeurs et les 577 députés de l'Assemblée nationale représentent un petit bout de France et sont porteurs des demandes, des spécificités de leur territoire. Et je crois que nous devons, en effet, faire plus de place aux parlementaires. Le président Macron fait trop ? En tout cas, je crois que c'est surtout l'Assemblée nationale qui doit prendre toute sa place et qu'on doit arrêter de part et d'autre, encore une fois, d'être uniquement en réaction de ce qui se passe à l'Élysée, de ce qui se passe au gouvernement. Vous voyez, moi, j'ai fait adopter à l'unanimité une proposition de loi sur la surexposition aux enfants, des enfants aux écrans. J'ai rejoint une mobilisation par un député qui est portée par un député PS, Guillaume Garot, sur la question de la régulation de l'installation des médecins. Donc je crois que de part et d'autre, on a des réponses intéressantes à proposer à nos concitoyens. Mais le président a donné 100 jours à la Première ministre pour qu'on change finalement de climat. Et vous constatez que pour l'instant, les choses ne se passent pas comme ça, si on en croit en tout cas ce qu'on voit sur le terrain, les casserolades, on va en parler dans un instant. Est-ce qu'encore une fois, vous êtes satisfaite de ce tournant pris par le président et de cette hyper-présence constatée par tout le monde du chef de l'État aujourd'hui ? Encore une fois, je pense que c'est un travers que de tout attendre du président dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire lui reprocher la façon dont il agit quand il agit, son absence de réaction quand il ne réagit pas. Je crois vraiment que c'est un travers. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, vous préférez quand il est très présent ou quand il est plutôt en retrait ? Moi, je préfère prendre mes responsabilités en tant que parlementaire et voir ce que je peux faire avec les députés de mon groupe, avec les autres députés des oppositions et voir ce que nous pouvons proposer. Et je crois qu'être en réaction systématique à ce que fait le président d'une façon négative ou d'une façon positive n'est pas très simple. Mais parce vous ne lui qu'encore donnez pas de conseils. Mais non, je n'ai pas de conseils à lui donner. Il y a un principe de séparation des pouvoirs. Je suis députée, j'ai un rôle politique et je dois le jouer à plein. En tout cas, il y a toujours une colère qui parfois amène à des passages à l'acte. Dans ce contexte, comment vous analysez cette montée de la violence qu'on observe face aux responsables politiques ? Vous êtes député de la majorité, vous en avez peut-être souffert. Et on s'attaque de près ou de loin à tout ce qui représente finalement, qui est censé représenter le président Macron. On l'a vu cette semaine avec l'agression qu'a subi le petit-neveu de Brigitte Macron. Qu'est-ce que ça dit, encore une fois, de l'état de colère du pays aujourd'hui, cette montée de la violence contre les politiques ? Elle est très inquiétante. Et la violence, c'est quelque part l'expression d'une colère qui n'a pas d'autre débouché que cette violence. Et normalement, le débouché en démocratie, c'est bien le débat, notamment dans l'hémicycle, et l'arbitrage par le vote. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a quand même, aux deux extrêmes de l'échiquier politique et de notre hémicycle, des groupes qui s'appuient sur cette violence. Dans un cas, pour dire que nos institutions actuelles sont dépassées et qu'il nous faut un changement de régime, c'est bien ce que propose la France insoumise avec cette 6e République, dont on ne sait pas, sur laquelle nous n'avons pas de garantie qu'elle sera démocratique. Et donc, il y a une forme de légitimation de la violence. Quand vous avez des panneaux qui comparent qui disent Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer, et qui sont, je dirais, soutenus par, en l'occurrence, un conseiller régional LFI. Et à l'inverse, à l'extrême droite, il y avait encore une manifestation dans mon territoire dernièrement, avec un député RN en tête de cortège et un panneau qui disait Dijon, qui est le maire de Montargis, Benoît Dijon, exécution. Voilà. Et
Donc là, vous parlez donc, en l'occurrence de l'extrême droite du Rassemblement national. Tout à fait. Et vous considérez qu'il est proche des manifestations, par exemple, diverses d'ultra-droite que l'on a vues à Paris, dans d'autres villes, et dont le RN, justement, dit qu'il n'a rien à voir avec tout cela. Alors, le RN se donne beaucoup de mal, et c'est sa stratégie de normalisation qui a plutôt bien fonctionné, pour faire une stratégie de rupture avec tous ces groupuscules d'extrême droite. Mais on voit bien que dans ces manifestations, l'on retrouve des proches, en l'occurrence l'ancien trésorier de Marine Le Pen. Là, je vous cite cette manifestation qui a eu lieu dans le Loiret, où il y avait clairement un député RN. Et ils ont trouvé encore une façon après très ambiguë de justifier ce panneau. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre cette extrême droite qui est représentée à l'Assemblée nationale et ces groupuscules qui sont d'ailleurs historiquement... Même s'ils le démentent, ce n'est pas votre avis, et vous l'avez dit ce matin. Voilà. Merci beaucoup Caroline Janvier, députée, donc Renaissance du Loiret, et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup. Merci à vous.